Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre magazine Agir pour l'environnement, le seul magazine consacré 100% à l'environnement de Mayotte, à la protection de la nature. Cette semaine, l'émission est consacrée à l'agriculture durable à Mayotte. Est-ce que c'est un principe fondamentale. L'inflation, vous le savez, on le subit tous, est très importante, notamment dans les produits alimentaires. Il faut être vigilant, donc manger local peut apparaître comme un moyen de réduire les coûts, mais est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce qu'on est certain de la qualité de ce qu'on mange? Nous allons nous replonger dans une ancienne saison d'Agir pour l'environnement et nous allons voir ce qui était entrepris pour cette agriculture durable en 2019. Puis, avec nos invités, Oulam Chamsidine, le président de Mayotte Nature Environnement, et Amada Ali, le secrétaire de la CAPAM, nous nous interrogerons sur ce qu'il est possible de faire pour développer cette agriculture durable à Mayotte. Alors, agir pour l'environnement, eh bien oui, moi j'y crois. Tout de suite, regardons le sujet de la saison 2 d'Agir pour l'environnement, réalisé par Daniel Dunon et Pierre Bellucci. L'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. À ce titre, depuis 2014, le plan Éco-Phyto se met en place à Mayotte. Objectif, diminuer le recours aux produits phytosanitaires tout en continuant à assurer un niveau de production élevé tant en quantité qu'en qualité. De là est né en 2015 le réseau Défi Ferme qui regroupe 11 agriculteurs du département. L'agroécologie, c'est quoi ? C'est mettre l'environnement au service de l'agriculture pour la rendre plus productive. Mais plus productive dans le respect de ce même environnement. Et donc le réseau Défi Ferme, il a pour objectif, sur Mayotte en filière maraîchère, de fédérer des exploitations, des agriculteurs qui ont pour objectif, pour envie de réduire l'utilisation de leurs produits phytosanitaires en culture. Les produits phytosanitaires dits chimiques sont source de pollution de l'air, des eaux et des sols, causent des dommages sur la santé des agriculteurs et de leurs consommateurs, contribuent au changement climatique, nuisent ou détruisent la biodiversité locale. A l'inverse, les produits phytosanitaires issus de substances naturelles ont un impact réduit sur l'environnement. Laurent, installé à Mayotte depuis 10 ans, a fait le choix de ne plus utiliser de produits chimiques, afin notamment de permettre aux insectes utiles de jouer leur rôle de régulateur biologique. Voilà donc la larve de coccinelle qui mange les pucerons. Donc ça, on a ça que si justement on n'a pas traité avec des insecticides avant. Si dès le début on a essayé de tuer les pucerons avec un insecticide, on a tué aussi la larve de coccinelle. Du coup, en général, les pucerons ils survivent et il y en a de plus en plus. L'agroécologie fait donc appel à plusieurs techniques, telles que celle qui consiste à couvrir les cultures à l'aide de filets protecteurs. Cela permet à cet agriculteur mahorais de ne plus utiliser de produits chimiques. Je peux le mettre aussi sur la courgette, sur le concombre, des choses comme ça, quoi. Tout ce qui est cucurbitacées, au fait, je peux le protéger avec ça et ça m'évite d'avoir recours toujours au traitement chimique, quoi. Atout a également fait le choix d'utiliser la technique de l'augmentorium, devenu un pilier de la protection agroécologique des cultures. Ça, le principe, c'est de mettre tous les fruits piqués, tombés, tous les fruits qu'on ramasse par terre, c'est de les mettre dedans, ça évite de propager les bestioles qu'il y a déjà dans les fruits. Parce que la mouche, elle pique un fruit, mais elle va mettre ses œufs dedans. Donc si ça tombe par terre, les œufs vont se développer, ça va donner naissance aux petits, et après ça va se propager un peu partout. Et pour éviter ça, on met dedans, comme ça pond dedans, les fruits vont éclater, ça va donner les petits mais ils ne peuvent pas sortir. Si pour l'heure, seuls 11 agriculteurs ont adhéré au réseau Défi Ferme, le plan Éco-Phyto poursuit comme objectif de faire des émules. Ce qui est essentiel, c'est de faire boule de neige, c'est-à-dire que de modifier petit à petit, de valider des pratiques, de les diffuser à l'extérieur du réseau, en organisant des réunions, des sessions de démonstration au sein de ces exploitations. Quels que soient les modèles, l'idée c'est qu'un agriculteur qui soit dans le même modèle, il puisse s'y retrouver et qui voit que mon homologue agriculteur qui est un peu dans le même modèle que moi, il a une technique qui a l'air très intéressante, permet de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, d'améliorer mes sols, etc. Donc je vais tester. Si ça marche, je vais continuer. L'agroécologie révise les systèmes de production en profondeur, réduit l'empreinte environnementale en tenant compte de la biodiversité. Si pour l'heure elle reste marginale à Mayotte,
Le plan Ecophyto fixe l'objectif de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires à 25% en 2020 et 50% en 2025. Alors on le voit, on ne part pas de zéro. Bonjour Oulam Chamsidine. Bonjour. Vous êtes le président de Mayotte Nature Environnement. Bien oui. Et bonjour Amada Ali, vous êtes le secrétaire de la CAPAM. Bonjour à vous, bonjour à toute Mayotte. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation ce matin. On l'a vu dans le reportage, Monsieur Ali, 25% à l'horizon de 2020 pour la consommation de pesticides, réduction de 50% à l'horizon de 2025. On en est où aujourd'hui ? On avance, je peux vous dire qu'on avance parce que nous, la CAPAM, on a pris l'initiative d'anticiper, d'aller plus vite et de prendre l'exemple de nos parents qui étaient en arrière. Vous savez, depuis tout ce temps-là, Mayotte n'utilisait pas les produits phytosanitaires et c'est maintenant que ça arrive. Ça arrive parce qu'il y a le commerce, il y a les commercialisations, il y a les commercialisations informelles, tout ça. Donc nous, on a anticipé avec notre partenaire dans le département et l'État, tout ça. Et M. Chamsidine, deux fois, on est ensemble. Donc pour éliminer, justement, on ne peut pas l'éliminer à 100%, mais il faut les réduire à plus grande vitesse. Et on a atteint les objectifs annoncés ? On a atteint, ou presque atteint. On est dans la tendance, en tout cas. Dans la tendance, voilà, exactement. Oulam Chamsidine, ça veut dire quoi, agriculture durable ? Alors, l'agriculture durable, c'est une agriculture qui, à la fois, est vivable. Ça veut dire qu'elle est transmissible, elle est viable, elle permet de faire vivre une famille, elle est durable parce qu'elle permet à la famille de pouvoir travailler sur son propre terrain pendant de longs moments en n'ayant pas recours à l'engrais, mais une gestion lucide de la fertilité du sol. Aujourd'hui, parmi l'ensemble des agriculteurs de notre département, messieurs, on peut dire que combien sont ceux qui travaillent dans une logique de durabilité en utilisant modérément, voire pas, les pesticides et en prenant soin de leurs parcelles ? Alors, il faut distinguer deux types d'agriculture. Oui. Il y a une agriculture maraîchère, que c'est des cultures extrêmement fragiles. Donc, si elles sont faites hors saison, elles sont dans des conditions pédoclimatiques défavorables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites du maraîchage en saison des pluies, vous avez le climat qui favorise l'hygrométrie, très importante, et qui sont générateurs des maladies, genre tout ce qui est mildiou. Et donc ça, quand vous voulez manger sain, évitez de manger les produits hors saison, parce qu'elles ont été forcées, parce que les conditions ne le permettent pas. Indiscutablement, on va faire recours aux produits chimiques. Obligé. Vous avez cette agriculture que les parents nous ont léguée, c'est ce qu'ils appellent un peu le jardin maoré, l'agroforesterie. C'est une agriculture qui associe plusieurs cultures avec multi-échelles. Vous avez en bas des cultures rampantes comme les cucurbitacées, les pommes de terre qui vous couvrent le sol, qui évitent l'effet splash, l'agressivité pluviométrique. Vous avez des cultures intermédiaires comme l'ananas, les songes, etc., qui sont un étage au-dessus. Vous avez les ambrovades et les maniocs qui sont encore au-dessus. Et puis, vous avez toutes les arbres fruitières, genre agrumes, oranges, tout ça au-dessus. Et puis, vous avez l'autre échelle en haut, qui sont les manguiers, les cocotiers. Et vous avez multi-étages qui permettent justement d'avoir à la fois une synergie entre les plantes. Par exemple, l'ambrovade est une plante qui est merveilleuse. Elle a la capacité de capter l'azote dans l'air et de le restituer vers le sol, de partager ce qu'il a capté dans le sol avec les autres. Donc, c'est ça aussi que l'agriculture qui est saine, où on n'est pas dans des logiques d'intensivité et où
l'organisation de culture permet d'étaler plusieurs récoltes dans le temps. C'est encore, j'allais dire, une forme de grenier vivant où à chaque fois que vous avez besoin, vous allez prendre juste ce que vous avez besoin. Ça vous évite de les stocker, d'avoir des pourritures et encore moins de les stocker dans le congélateur. Il y a combien d'agriculteurs, Ali Hamada, qui aujourd'hui utilisent toujours ou réutilisent cette technique du jardin mahorais? Les jardins mahorais, pardon, on peut le dire qu'on est obligé de l'utiliser parce que en termes jardin mahorais, c'est la diversification. Donc on est obligé parce qu'on n'est pas comme en métropole, on n'a pas de grandes surfaces. Bien sûr. Donc là, on est obligé de le faire, on est obligé de le pratiquer. Donc je ne peux pas vous dire combien, mais pratiquement 95% des agriculteurs mahorais l'utilisent. Alors on voit de plus en plus que les filières se structurent. Je pense à la filière vanille avec l'association Senteurs et Saveurs, je pense à la COPAC pour le maraîchage. On a aussi le pôle de Mromoou à Bandrélé qui se met en place, qui regroupe des agriculteurs avec les femmes qui met en place autour tout ce qui va être comptabilité, commerce, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une condition indispensable, messieurs, pour que les agriculteurs mahorais puissent vivre de leur agriculture? C'est-à-dire, eux se concentrent sur la culture du sol, pendant que d'autres, plus experts peut-être, s'occupent de la gestion, s'occupent de la commercialisation, s'occupent aussi du marketing, voire même pour le pôle, l'association Senteurs et Saveurs, s'occupe des techniques agricoles et parvient même à installer des plateformes de formation au lycée agricole. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculteur ne peut pas faire tout. Il ne peut pas être producteur, vendeur, commercial, etc. Donc, avec un regroupement des agriculteurs sur un site donné permet beaucoup d'avantages. Oui. Ils peuvent mutualiser les moyens, ça veut dire tout ce qui est accès, routes, l'électrification, adduction d'eau, et puis l'utilisation en commun de matériel agricole. Ce qui peut créer une dynamique dans le groupe parce qu'il y a une synergie, une mutualisation de connaissances, de compétences, etc. À l'inverse, ils ont des techniciens qui sont là pour apporter les bonnes pratiques. Oui. Celui de comment on organise les cultures entre elles, quels sont les bénéfices des uns et des autres, comment gérer la fertilité, parce que la gestion de la fertilité est un problème majeur à Mayotte, parce que ça ne faisait pas partie des traditions qu'on nous a léguées. Le fait est qu'avant, il y avait beaucoup de parcelles et les gens passaient d'une parcelle à l'autre le temps que la fertilité se régénère. Oui, bien sûr. Alors, autre question d'importance. Hier, l'EPFAM a annoncé qu'un certificateur agréé bio s'installait sur notre département et que donc son métier serait à la fois de certifier les nouveaux venus, de continuer à maintenir les certificats pour ceux qui ont déjà été certifiés agriculture biologique et puis aussi de donner quelques conseils. Monsieur Ali Hamada, c'est important pour Mayotte d'avoir un tel professionnel qui s'installe? Exactement, bien sûr, c'est très important même. Donc, l'ECFAM, c'est le premier de notre partenaire déjà parce qu'on travaille sur le foncier, on est tous ensemble à travailler ensemble. Il faut rappeler que l'ECFAM a le rôle de SAFER à Mayotte. Le rôle de SAFER, vous s'occupez de foncier, voilà. Tout ça. Donc, qui dit l'agriculteur, son identité, c'est le foncier. C'est ça. C'est le foncier. Donc, on est obligé ou on est concertés à travailler ensemble. Donc, c'est très important parce que je vous ai parlé d'avant. Donc, on a toujours les tendances de travailler bio. Donc, maintenant, on voit dans le monde entier, tout le monde se recule. Donc, le sens s'est revenu en arrière pour travailler bio, pour avoir les instituts bio et pour travailler sain, pour avoir la nourriture saine. Donc, c'est essentiel. Alors, on parle d'agriculture biologique. On voit des tomates derrière nous. Je pense que pour les personnes qui sont à Mayotte,
Mayotte depuis un certain temps. On pense forcément au scandale ces dernières années des tomates au diméthoate. Donc le diméthoate, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un pesticide qui était utilisé dans les années 80 en France métropolitaine, qui a été interdit en France, interdit en Europe, qui est hautement cancérigène, mais que malheureusement l'Union des Comores utilise, et donc qui introduit via les COASA ces bouteilles de pesticides, et les tomates vendues sur le bord des routes étaient ultra contaminées au diméthoate dans des taux qui atteignent des 15 proportions fois supérieures. voilà, donc dangereuses, très dangereuses Très pour la dangereuses. santé humaine. Du coup, on en est où de ces pollutions de tomates? On peut à nouveau manger des tomates? Ce qui est sûr, c'est que la préfecture qui faisait des publications régulières, ça fait un bon moment qu'on n'en a plus. Oui. Donc on suppose que si beaucoup continuent à faire l'agriculture informelle telle que c'est fait, il est bien évident que ces produits existent encore, ils sont pratiqués sur le terrain. Et je vous invite à vous méfier un peu quand vous avez des tomates jolies, bien colorées, qui sont un peu partout. À mon avis, ce qui est important, c'est choisir son agriculteur en ayant sûr de sa technicité pour éviter la facilité d'acheter en bordure de route et d'aller directement s'approvisionner sur les agriculteurs. Juste, j'essaie Allez-y, monsieur. encore un petit peu. Il n'y a pas que sur le tomate, parce qu'il y a le bread aussi, il y a tout aussi qui se vend au marché informel, au bord de la route. Ils utilisent ces commerçants-là, ils utilisent ces produits-là pour aller plus vite. Donc, moi, j'appelle à tous les Maoris, faites attention au bord de la route, parce qu'on en a vu, on voit tous, à chaque fois qu'on achète, donc on finit par avoir le diarrhée ou le maux de tête. Donc, c'est pas du tout pour rien, c'est ce produit qui le font, donc qui nous fait ça. Alors, messieurs, où est-ce qu'il faut acheter ces fruits, ces légumes? Il faut choisir un agriculteur à aller acheter chez l'agriculteur que vous connaissez. Quand on habite à Mamoudzou? Quand on habite à Mamoudzou, on s'organise. Quand on va à la plage, on amène son sac, on identifie son agriculteur là où il est situé et on fait un transit, on fait ses commandes. À la limite, je préfère qu'on achète dans les coopératives, même si ce n'est pas 100% biologique, mais au moins les gens ont la conscience, parce que les autres ne le savent pas. Très souvent, j'ai déjà vu des gens vendre des salades, dire que mes salades sont jolies parce qu'ils ont été traités à l'insecticide. Le contre-argument commercial, ça veut dire qu'il y a une grosse ignorance dessus. Donc, Bien sûr. faire son choix. Moi, je peux dire que voilà, la CAPAM, il anticipe encore, comme dit notre ami Shamsuddin. Donc, c'est pour ça que la CAPAM a créé des groupements des agriculteurs dans toutes les communes, dans tous les villages, pour faciliter la commercialisation, pour connaître qui est l'agriculteur qui a fait ça, pour l'identification des produits normaux. Donc, si je résume bien, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de dire, on n'achète rien sur les marchés en bord de route. Les marchés couverts, parce que beaucoup de communes ces dernières années ont installé des marchés couverts. Il y en a presque maintenant dans toutes les villes. Quand on achète dans le marché couvert, on sait ce qu'on achète, on est sûr qu'on n'a pas une tomate au diméthoate? On n'est pas sûr à 100%, mais les agriculteurs qui viennent sont identifiés. Après, un agriculteur peut très bien aller acheter chez quelqu'un, entre guillemets, non confiant, mais il porte la responsabilité. Il n'y a pas, ce qui est important, c'est la conscience. Oui. Parce que il est sûr qu'en utilisant ces produits qui sont un peu suspects, il risque de contaminer peut-être même sa sœur, sa cousine qui viendront acheter. Donc, il est un peu plus avisé et il est tenté plutôt d'avoir des produits sains. Et surtout, les gens qui viennent vendre, c'est des gens qui ont été identifiés comme étant des agriculteurs avec des parcelles, avec des activités identifiées, avec des papiers. Et une déclaration à la DAF d'activité, c'est important. Ça, c'est un garantie minimum. Quand on achète dans les supermarchés des produits et des légumes, des fruits et des légumes de Mayotte, on est sûr de cette notion de traçabilité? Justement, on n'est pas sûr de traçabilité parce que c'est notre combat aussi.
à chaque fois qu'on a des réunions avec les commerçants, donc identifier la traçabilité, indiquer la traçabilité de vos produits, mettez des étiquettes, comme ça, quand on a un problème, on sait où diriger. Comme il a signalé M. Shamsuddin, quand on achète au marché couvert, là, on sait qu'est-ce qui a été le vendeur de ce produit-là. Donc, si le soir, ma famille a un problème, on peut retourner le lendemain, voir ce commerçant, parce que c'est toi qui m'as vendu ce produit-là. Donc, voilà, j'ai eu un problème hier soir. Mais au bord de la route, les Mahorais ou toutes les gens qui sont sur le pays, faites attention parce que ce n'est pas rassurant. Alors, la part de l'agriculture informelle et de l'agriculture formelle. Alors, je rappelle, un agriculteur formel, c'est un monsieur ou une dame qui est référencé à la DAF, donc qui a déclaré son activité, qui paye des cotisations, comme nous, quand on travaille. Et puis l'agriculteur informel, souvent, il squatte des parcelles, il n'a pas de déclaration, il utilise n'importe quel produit, parce que quelquefois, il ne connaît même pas la dangerosité des produits, vous l'avez souligné, Oulam. On en est où dans la proportion entre les uns et les autres aujourd'hui ? Toujours pour avoir une visibilité claire, il faut dissocier les agriculteurs qui sont dans ce système d'agroforesterie, qui ont une pratique saine, et puis tout ce qui est maraîchage. Là où on a plus des agriculteurs informels, c'est du maraîchage. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui est intensément pénible, parce que déjà, il faut trouver de l'eau. Très souvent, ils vont prélever l'eau sans autorisation sur des parcelles qui ne sont pas à la leur. Et donc, ils sont sur des produits à haute valeur ajoutée. Vous imaginez un pied de tomate, minimum, c'est 5 kilos. Si vous en avez un demi-hectare... Vous voyez le chiffre d'affaires, c'est énorme. En ce moment, la tomate mahoraise est vendue à 7 €. Hein. Donc, je vous garantis que la personne qui fait ça, elle ne va pas lésigner sur l'utilisation du produit chimique, parce qu'il sait qu'in fine, j'ai vu des gens qui ont des fortunes sur la tomate à Mayotte. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. Donc, là où il y a une possibilité de gain, les gens sont capables de tout faire. Donc, surtout, nos parents, ils n'étaient pas sur l'activité maraîchère intensive. C'était de pieds de tomates 3 ou 4, 5, parce que ça s'autosuffisait à la famille. Aujourd'hui, c'est une activité commerciale où la plupart des gens ont un revenu. Donc, ils ont la volonté de se dire qu'ils vont diversifier la manière dont ils vont manger, puisque avant, l'alimentation était liée essentiellement avec du riz et de bread. Aujourd'hui, on nous a dit que la salade est bon. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'on nous dit, et on le voit avec nos parents qui ont beaucoup de problèmes de diabète. On nous a dit que c'est l'alimentation qui va être la solution de cette chose-là. Et aujourd'hui, les Mahorais ont fait un effort, et ils sont conscients qu'ils ont fait un effort, et on se rend compte que c'est un empoisonnement qui leur attend. Et vous imaginez à quel point c'est difficile pour les Mahorais. D'autant plus qu'avec toutes ces difficultés d'embouteillage, etc., avec un emploi du temps contraint, les gens sont tentés d'avoir la facilité d'acheter tout de suite. Bien sûr, parce qu'ils sont fatigués. Enfin, il faut être clair, quand on part de chez soi à 3 h du matin pour arriver à 7 h 30 au travail et qu'on rentre le soir à 19 h, on n'a pas hyper le temps d'aller dans son petit jardin pour faire pousser ses propres petites tomates, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, exactement. Comme il a dit aussi mon collègue là, quand on plante un demi-hectare de tomates aujourd'hui, donc il faut le faire pousser vite pour gagner vite, parce que la démographie mahoraise maintenant nécessite, pour vendre beaucoup, pour nourrir ces gens-là, donc le seul moyen de mettre n'importe comment pour faire pousser vite, de mettre n'importe quoi pour embellir les choses. Donc c'est pour ça on fait appel faisons attention. Et à la CAPAM, vous mettez en place des contrôles, comment vous
surveiller que les agriculteurs respectent à minima les À la règles? CAPAM, on a des techniciens. Déjà, on organise des formations avec la VVA, avec les organismes de formation, comment utiliser les pesticides en cas de nécessité, mais pratiquement, on en utilise le minimum en ce moment. Donc, si jamais on l'utilise, comment le faire et tout ça, on le fait avec nos techniciens de la CAPAM. Alors, messieurs, ce sera la dernière question. C'est possible de bien manger à Mayotte? C'est possible, mais il faut s'organiser. Il ne faut pas se laisser tenter par la facilité ou les contraintes anxiogènes de la vie. Le week-end, ça s'organise. Quand vous allez à la plage, il y a des marchés couverts partout. Vous choisissez votre producteur, vous achetez ce que vous avez en termes de diversité, ce qui est existant. De saison? De saison, surtout, parce que c'est ça finalement qui est indicateur des produits sains. Et en plus de ça, c'est que vous pouvez aussi diversifier votre alimentation en ayant cet esprit un peu de réseau. Et puis, ce qui est important, c'est il faut qu'on encourage les agriculteurs qui payent des impôts, qui déclarent leurs revenus, qui font des efforts, qu'on les encourage à vivre avec leur métier d'agriculteur. Tout à l'heure, je vous dis qu'une agriculture viable, il faut qu'il soit durable, viable et transmissible. Merci beaucoup, messieurs. Avant C'est la fin de cette émission. À très bientôt. Merci à vous. Et nous, on Merci. se retrouve très vite sur le plateau d'Agir pour l'environnement avec un autre sujet, une autre émission. Bonne journée. Merci.